Aujourd'hui, on ne le présente plus. La machine a terrifié le monde du MMA, qui est passé grosso modo sur à peu près toute la catégorie à l'UFC et avec moult violence. Eh ben, on va revenir jusqu'à son voyage et son arrivée en France. À 26 ans, Francis décide de franchir le pas. Il se dit qu'il va partir, mais il sait tout ce qu'il attend. Il savait que là où il allait, en fait, il risquerait de jamais en revenir. Avant de partir, du coup, pendant 3 semaines, et il le dit lui-même dans le podcast de Joe Rogan, je regardais ma mère et en fait, je la regardais en me disant, voilà, c'est peut-être la dernière fois de ma vie que je vais la voir. Et donc, il décide de partir. Il va en direction du Nigeria. Il n'y a aucun souci. Il y va en 2 jours. Aucun problème. C'est lorsqu'il passe du Nigeria au Niger que c'est déjà plus compliqué. T'as besoin d'un visa. C'est là où ça commence, où t'es obligé de soudoyer les policiers parce que de toute façon, pour te laisser passer, faut bien qu'ils en retirent quelque chose. Et du coup, il disait, il y a même des moments où j'enroulais dans du plastique les billets. Et puis je les avalais en fait, je les mangeais. Du coup, ça veut dire qu'à un moment donné, il allait falloir les ressortir. Et dans ces cas-là, tu ressors les billets. Dans ces conditions un peu précaires, il traverse le Sahara. Parce que du Niger, il doit aller en Algérie. Et donc, il doit traverser le Sahara. Et il dit, imaginez-vous qu'on était à 25. Avec le moins de bagages possible, le moins d'eau possible. Et alors là, il dit, ça n'a pas intérêt à casser, faut de la chance, tu vas le plus vite possible. Mais en plus de ça aussi, la région, elle est sillonnée et quadrillée par les autorités en hélicoptère, mais aussi les gangs. Donc ils traversent le désert comme ça, du Niger jusqu'en Algérie, d'Algérie jusqu'au Maroc. Mais là, ce qu'il va vivre à cet endroit-là, c'est probablement le pire de sa traversée. C'est ce qu'il dit de toute façon. Parce qu'en fait, il se retrouve au Maroc dans une forêt, en fait, qui était pas loin de Melilla, en fait, qui est une enclave frontalière entre le Maroc et l'Espagne. Et il dit le plus dur, c'était l'hiver. Parce que l'hiver, déjà, t'as pas beaucoup de vêtements, t'as pas beaucoup de matériel, t'as rien du tout, et il fait froid. Quand du coup, Francis, qui a traversé tout ça, dit c'était le plus dur, on n'imagine même pas. Il dit en plus, on est tout ça, on est tous ces gens-là qui veulent traverser, mais chacun sait que c'est chacun pour soi. Lorsqu'ils sont cachés, ils tentent cette traversée. Et en fait, la manière dont ça se passe, c'est que la zone, elle est ultra surveillée. Du coup, t'as 3 clôtures, elles sont immenses, des énormes rouleaux de barbelés partout. Elle est surveillée 24/24 pour ensuite arriver et choper un canot. Des trucs gonflables, probablement qui tiennent à moitié la route et sur lesquels les gars sont une centaine. Lors de sa 7e tentative, en fait, ils sont secouru par un navire de la Croix-Rouge et il est amené à Tenerife en Espagne. Et à ce moment-là, ça aurait été trop facile parce qu'en fait pendant 2 mois, il est en prison en Espagne. En fait, il se fait choper évidemment par les gardes-côtes et puis par les autorités. Il n'a pas d'identifiant, de papier, de passeport, de carte d'identité, de quoi que ce soit. Donc en fait, pendant 2 mois, il va rester. Au bout de 2 mois, il est libéré. Et du coup, à partir de ce moment-là, de ces 2 mois en prison, il va vers la France. Alors, dans son objectif, comme on l'a dit, il fait donc son escale à Paris. Dans les semaines qui vont suivre, il va commencer la boxe anglaise dans des clubs et il va rencontrer Didier Carmon, qui est resté son ami jusqu'à aujourd'hui. Il va au MMA Factory s'entraîner, faire ses débuts. Après que Didier Carmon, du coup, l'ait aiguillé vers le MMA, c'est là où, évidemment, il rencontre Fernand Lopez. Fernand fait de lui ce que Fernand appelle une fiche 0, c'est-à-dire, en fait, quelqu'un qui arrive sans ne pouvoir rien faire parce qu'il ne peut pas financièrement, parce qu'il n'y arrivera pas tout seul. Il lui donne tout. Il peut faire tous les cours qu'il veut. Et puis en fait, 4 mois plus tard, il fait ses premiers combats pro. Donc il commence à gagner quelques combats comme ça. Il a une défaite contre Zoumana Cissé en MMA. Et là, en fait, alors qu'il projetait d'arrêter après ce truc-là pour se plonger vraiment dans l'anglaise, son orgueil lui interdit d'arrêter sur une défaite en MMA. Et du coup, il continue. Et le jour de son anniversaire, Fernand l'appelle et lui dit, voilà, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ton contrat à l'UFC, c'est validé. Le reste, vous le connaissez, Francis Ngannou aujourd'hui est une légende du MMA poids lourd. C'est devenu une star dans son propre pays où il a lancé sa propre fondation, la Francis Ngannou Foundation, qui aide des jeunes à se développer au Cameroun grâce au MMA. Maintenant, il vit aux États-Unis et il est devenu la légende et la superstar qu'on connaît aujourd'hui.